Donc, je vais vous parler aujourd'hui de 3 archétypes, selon moi, la sad girl, la sick woman, et j'ajouterais aussi la femme post-blessée. C'est pour ça que je vous ai montré le clip où est-ce que Marnie et Anna se traitent de wound l'une l'autre. Moi, j'ai traduit la théorie de Leslie Jamison de post-wounded par post-blessé, parce que c'est plus simple. Et je vais vous lire pour commencer aussi un autre exemple tiré du roman Green Girl de Kate Zambrino. C'est une citation qui, je crois, décrit bien encore l'archétype dont je vais vous parler aujourd'hui. J'aimerais bien lire ton matériel, dit-il, sachant que la Green Girl n'a aucun matériel à part elle-même, ce qui est potentiellement plus intéressant que tout ce qu'il n'aura jamais. La Green Girl est un brouillon. Elle est impressionnable. Tout le monde a laissé son empreinte sur elle. Pour être écrivaine, elle doit se réapproprier elle-même en tant que personnage. Elle doit s'échapper de sa vie de muse, s'échapper de son rôle de canevas blanc sur lequel tout le monde a déjà gribouillé. Donc voilà, ma communication, ça vise à étudier la sad girl, la sick woman et la femme post-blessée comme femme ingouvernable en littérature. J'explore l'idée que des actes étant décrits comme passifs, tels que les pleurs, la tristesse, la dépression, l'anorexie, le suicide, peuvent en fait être politiques. Il serait donc subversif d'utiliser ces personnages ou ces archétypes pour former un acte de résistance. En littérature, en écrivant la tristesse et la souffrance, la femme auteure se place dans une position non seulement vulnérable, mais combative à la fois, puisqu'elle résiste aux idéologies dominantes de son époque, des idéologies voulant que la tristesse et la souffrance soient signes de faiblesse, alors qu'ils sont ici des actes de résistance. En début de recherche comme ça m'amène son lot de questions. Je me demande en quoi la sad girl et la sick woman sont ingouvernables. Comment la femme dépressive peut-elle être une activiste? La vulnérabilité peut-elle être un gage d'empowerment? En quoi l'écriture de la dépression est-elle politique? Quelles sont les motivations qui poussent les femmes à sortir de la sphère privée pour exprimer leurs émotions via la littérature? Donc, c'est le type de questions que je me pose en ce moment. Si la femme ingouvernable, telle que décrite par Caitlin Rose, se donne en spectacle elle-même via des actes de rébellion comme le rire, le satire ou la parodie, comme on l'a vu aujourd'hui, ben moi j'argumente que la femme dépressive se taille elle aussi une place comme sujet via la performance de la tristesse ou de la maladie. Elle représente donc une figure archétypale qui perturbe l'image traditionnelle de la féminité, notamment en manifestant des comportements en décalage avec ce que l'on attend du féminin. Donc, je me lance dans le vif du sujet. Je vais expliquer chacune des 3 figures en faisant des liens avec la femme ingouvernable. Je vais commencer avec Leslie Jamison et la femme post-blessée, qui est tirée d'une série d'essais qui s'appelle The Empathy Exams. La façon dont moi je l'explique, c'est autant que, par exemple, le post-Internet, c'est l'Internet qui réfléchit sur lui-même, ben la femme post-blessée, c'est la femme blessée qui réfléchit sur sa blessure. La définition de Jamison, c'est que post-wounded is a shift in wounded affect. These women are aware that woundedness is overdone and overrated. They are wary of melodrama, so they stay numb or clever instead. Par exemple, c'est ça. Donc, j'ai montré Girls parce que c'est assez connu et assez drôle. Et j'ai aussi comme exemple la Green Girl de Kate Zambrino, les poètes Mira Gonzalez, Anna Carreté, ou peut-être que vous connaissez le compte Twitter So Sad Today qui est géré par Melissa Brodeur. Donc, c'est ça, c'est un déplacement dans l'affect de la douleur. Ces femmes-là sont au courant que leur souffrance est surfaite et surévaluée. Elles sont tannées du mélodrame, donc elles se font rusées, froides, distantes, indifférentes, ou du moins en surface dans l'image qu'elles veulent donner. Ou encore, elles donnent dans le mélodrame à fond, mais avec un auto-jugement, une pensée critique sur leur affect. Cet état décrit aussi bien la sad girl de Audrey Woolen, qui est une artiste américaine qui étudie les nouveaux médias d'un point de vue féministe. Elle avance que la dépression serait un acte politique. Elle appuie cette affirmation avec des exemples d'adolescentes qui utilisent des blogs comme Tumblr pour créer une communauté autour de la dépression. Je vous cite la définition de Woolen de la Sad Girl Theory. Sad Girl Theory is a gesture of research that is structured around the idea that the internalized suffering woman experience should be categorized as an act of resistance. Donc, la souffrance internalisée de la femme qui devrait être catégorisée comme acte de résistance. C'est elle, Audrey Woolen, qui mentionne les actes passifs étant vus, dans le fond, au final, comme des actes politiques. Elle dit « Sorrow, weeping, starvation, and eventually suicide have been dismissed as symptoms of mental illness or even pure narcissism for girls. I'm proposing that they are actually active, autonomous, political, as well as devastating. » Donc, pour moi, le fait de voir la dépression comme un geste politique, ça a comme été
une révélation. On m'avait toujours vendu que c'était une maladie physique et mentale. J'avais jamais vu les choses sous un autre angle. Peut-être que pour vous c'est évident, mais pour moi ça a été une grosse trouvaille dans mes recherches. C'est une auteure, Anne Cvetkovic, qui m'a fait découvrir cette théorie dans son livre Depression, a Public Feeling. Cvetkovic affirme que la dépression devrait être vue comme un phénomène social et culturel, non pas comme un phénomène biologique et médical, ou du moins pas seulement comme un phénomène biologique et médical. L'auteur dit avoir pour but d'offrir des alternatives pour comprendre la dépression comme le produit d'une sick culture. Elle décrit la dépression comme étant un phénomène interdisciplinaire. C'est donc en ce sens que la dépression devient politique, un produit de notre société. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il est difficile de trouver une seule raison à la dépression, puis c'est pas là-dedans que je vais m'embarquer aujourd'hui. Mais par contre, le fait de voir ça comme un phénomène culturel et social permet, selon moi, d'apporter une critique des idéologies qui pourraient mener à un tel état d'esprit. Troisièmement, je vais vous parler de la Sick Woman Theory de Johanna Edva. C'est assez récent, janvier 2016. Ça a été écrit par Edva, qui est une artiste américaine qui explore la possibilité que la souffrance des femmes exprimée par la dépression peut être un acte de résistance. Donc, vous voyez qu'on tourne toujours autour des mêmes sujets. Edva mentionne d'ailleurs avoir lu la théorie de Woolen, donc ça serait vraiment comme une suite logique pour elle. Edva se demande résistance contre quoi, et sa réponse c'est contre la société capitaliste, entre autres, ou comme elle le nomme, la neoliberal white supremacist imperial capitalist cis heteropatriarchy. Fait que c'est ça le nom du monstre. Donc Edva, c'est ça, ça a été publié à partir d'une expérience personnelle qu'elle a avec la fibromyalgie et le trouble bipolaire. La théorie d'Edva s'inscrit donc dans le parcours de la femme ingouvernable. C'est la femme malade qui utilise l'écriture comme moyen de résistance. Là, si je vais dans les études féministes puis que je vous parle de Carole Anish qui a dit que le personnel est politique, je dirais que l'écriture intime pour moi est politique. Je pense qu'on est une génération, ma génération, votre génération, tous les gens qui vivent en ce moment, de lecteurs et de lectrices qui ont grandi avec la littérature confessionnelle et autobiographique. Par conséquent, je pense que ça fait qu'on a moins peur de se mettre à nu dans l'écriture, de faire preuve de vulnérabilité. Comme l'écrit Kate Zambrino, qui est l'auteur de Green Girl, mais qui a aussi écrit une critique du livre de Anne Cvetkovic. Tout est relié. Zambrino écrit « These are girls who have come of age reading feminist confessional literature and affect theory, and they're performing this constant awareness of the self in their diary entries and selfies, performing rage and sadness as if against the culture of all its desirous consumers and consumptives. They posit that the petty too and all of the tremendous feelings can be political. » Ce qui m'amène à mon prochain point. Dans le fond, si on dit que la dépression est un acte de résistance, on parle de résistance contre quoi, à part contre la société capitaliste, la réponse que Edva amène. J'ai lu un autre livre qui s'appelle Tender Points de Amy Berkowitz. J'en parle parce que c'est vraiment intéressant, mais je vais essayer de faire ça vite. C'est une femme qui est atteinte de fibromyalgie aussi. Et elle cite un collectif allemand des années 70 qui s'appelle The Socialist Patients Collective, qui, eux, reconnaissent le capitalisme comme étant la base de toute maladie. Et c'est intéressant car leur slogan, c'est « Turn illness into a weapon », donc transformer la maladie en arme. Et Berkowitz dit donc que « To be sick then was a political act, a passive resistance against capitalism ». Je vais faire un petit mot sur Tender Points parce que c'est vraiment bon. Ça parle donc de l'invisibilité de la douleur chez les femmes. Par exemple, elle donne une anecdote, l'exemple d'une anecdote, elle a comme une crise de fibromyalgie, puis elle prend 2 semaines de vacances et en même temps, un collègue de travail prend aussi 2 semaines de vacances car il se casse la jambe en faisant du ski. Puis quand ils reviennent, le collègue de sexe masculin avec la jambe dans le plâtre trouve son cubicule tout décoré et plein de messages de prompt rétablissement, alors qu'elle trouve son cubicule vide. Elle dit « Picturing my cubicle next to my coworker is a perfect illustration of the differentiation between male and female pain. In the culture of pain, David Morris writes, female pain is regularly disregarded, discounted, and dismissed, largely because it does not always conform to the clear organic model of appendicitis or a broken arm.
Donc, c'est ça, elle tisse des liens à partir de plusieurs sortes de douleurs invisibles. Elle va même jusqu'à parler du temps où Charcot et Freud écrivaient sur les femmes hystériques et elle compare l'hystérie à la fibromyalgie au sens où c'est un genre de diagnostic poubelle dans lequel les médecins enferment les patients. Je cite David Morris dans The Culture of Pain. Hysteria was a convenient diagnostic box for imprisoning women whom male doctors were unable to cure. Donc, c'est ça. Moi, j'ajouterais que c'est un peu la même chose pour les maladies mentales parfois aujourd'hui, notamment la dépression sur laquelle je me penche. Donc, en cessant d'être passive et en écrivant, les femmes obtiennent de l'autorité sur leur propre expérience. La femme ingouvernable, refusant donc de se taire, s'exprime à travers l'écriture. Mais pour quelle autre raison? J'ai pensé à d'autres causes de résistance. Je me suis dit que ça pourrait être parce que la douleur des femmes est perçue comme un échec de la performance du féminin ou parce que c'est un échec du care, dans le fond, de la figure bienfaisante qui donne sans rien attendre en retour, la figure maternelle qui protège, qui fait don de soi. Donc, pourquoi les femmes auraient peur d'écrire la douleur, d'en faire une performance? Ben, c'est parce que ça les place dans une position dont les paramètres sont encore à définir, une position vulnérable. Ça les sort de l'archétype de la Madone. C'est donc dire que l'écriture de la souffrance, particulièrement sous forme de journal ou d'autofiction, qui sont les deux formes sur lesquelles je me penche plus dans mon travail, est un acte de résistance. En rendant son journal public, la femme sort sa souffrance de la sphère privée et la performe dans la sphère publique. Si la femme ingouvernable utilise des métaphores, elle le fait de pleine conscience et en jetant un regard critique sur sa propre souffrance. Elle est toujours hyper au courant de ce que cette souffrance implique et elle compte l'utiliser comme acte de résistance contre les standards imposés par le patriarcat et le capitalisme. Dans le livre « Le journal intime », l'auteur Philippe Lejeune avance que peut-être l'expérience de la maladie est-elle au centre des écritures de soi, ce avec quoi je serais plutôt d'accord. J'avance par contre que la souffrance est un moteur dans l'expression de soi et que la femme post-blessée ou la sad girl ou la sick woman peuvent en être un emblème de résistance. Je vais me pencher sur une petite question intéressante que Leslie Jamison apporte. Elle dit « How do we represent female pain without producing a culture in which this pain has been fetishized to the point of fantasy or imperative? » Donc, dans le fond, le problème, c'est que c'est un culte de la douleur qui veut légitimer cette douleur, mais qui, en faisant ça, entretient la douleur. Donc, on se demande comment être plus qu'une femme qui souffre, comment, dans l'écriture, on peut représenter la douleur sans la fétichiser. Ma réponse personnelle, c'est en faisant preuve de vulnérabilité. Puis j'ai écouté un TED Talk avec Brené Brown, qui est une psychologue américaine. Puis ça parlait de vulnérabilité d'ailleurs, puis de création, et elle disait « Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change. » Donc je suis d'accord avec ça. La vulnérabilité, pour moi, c'est de se mettre à nu dans l'écriture et d'utiliser du moins de métaphores possibles. Dans le fond, je veux explorer la possibilité qu'aucune métaphore est suffisante quand on parle de la douleur. Ouais. Donc, c'est ça. Je vais citer brièvement Susan Sontag qui parle de la maladie comme métaphore. Elle dit « The most truthful way of regarding illness and the healthiest way of being ill is one most purified of, most resistant to metaphoric thinking. » Donc, cette idée-là d'aller droit au but sans détour, ça va un peu à l'encontre du journal intime. Justement, c'est ça qui est intéressant. Et de la poésie à qui on prête des intentions de lyrisme. On est tenté de déguiser la douleur pour rendre ça beau ou maquiller ça pour rendre ça digérable, si on veut. Mais je crois qu'il faut y aller directement dans la vulnérabilité et sans avoir peur de se mettre à nu. Pour terminer, ça m'amène à une question très importante, mais pas facile de répondre, c'est comment est-ce que tout ça prend fin? Je me demande si on est insatisfaite ou insatisfait de nos conditions de vie, puis de ce que la société en général nous impose, est-ce que c'est possible d'apporter des changements? Ce que je veux dire dans le fond, c'est que est-ce que c'est possible de guérir de la dépression politique? Puisque les changements d'ordre social et politique, personnellement, je vais me prendre en exemple, les changements que j'espérais voir vont sans doute pas arriver dans cette vie-ci, ben est-ce qu'un jour je vais me sentir mieux? Je sais pas, mais je pense que c'est possible de prendre les choses en main, d'assumer ma dépression, de pas la laisser prendre toute la place. Tout comme dans mon travail, je creuse ma posture d'écrivaine, ben je creuse aussi ma posture de femme déprimée. Comme les femmes post-wounded de Leslie Jamison, je me sens hyper consciente de mon tempérament, de ma personnalité et donc de ma dépression. Je revendique le droit d'être déprimée, mais il s'agit seulement d'une facette de ma personnalité. J'aspire à ce que la dépression ne prenne pas toute la place.
Comme Anne Svetkovich, je crois que c'est possible d'apporter un changement. Elle écrit « Feeling bad might in fact be the ground for transformation. Thus, although this book is about depression, it's also about hope and even happiness, about to live a better life by embracing rather than glossing over bad feelings. » Je crois donc que la femme ingouvernable prend son crayon comme une arme et que la femme dépressive peut être une activiste.